Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de deux sujets. Tout d'abord, la fin de l'année arrivant, je souhaite aborder le sujet du Tax Loss Harvesting. Alors j'ai pas trouvé de terme exact en français, il s'agit tout simplement de gérer ses plus et moins-values par rapport aux impôts. Mais bon, je vous expliquerai plus précisément ce qu'il en est dans la première partie. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais vous montrer un exercice assez facile pour vérifier l'évolution des cash flows des entreprises que vous possédez, pour justement peut-être déterminer des positions sur lesquelles on voudrait prendre des moins-values ou sur lesquelles on pourrait anticiper une baisse du cours, aussi du coup pour limiter l'impact des impôts comme on l'aura vu dans la première partie. Bon voilà, c'était une intro bien indigeste, maintenant on passe sur mon écran. Donc tout d'abord, si on parle de plus et de moins-value, globalement ce qui se passe, c'est que sur une année fiscale, on a vendu soit des actions avec des gains, soit avec des pertes, et si on a plus de gains que de pertes, alors dans ce cas-là, on va payer 30% d'impôts sur ces plus-values. Alors vous retrouverez très facilement les informations sur le site du gouvernement notamment, où il vous explique que voilà, les moins-values subies, elles peuvent être imputées aux plus-values, donc en gros c'est les plus-values moins les moins-values, et ensuite on paye des impôts là-dessus. À savoir que c'est un calcul qui est fait par les courtiers, généralement si c'est des courtiers en Europe, mais moi personnellement j'aime anticiper, j'aime savoir combien j'ai pris en plus-value pour pouvoir justement optimiser et prendre des décisions sur mon portefeuille en fin d'année. Donc moi personnellement en 2022 j'ai pris des plus-values sur Switch, sur Enphase et sur VWRL. Donc vu que j'ai des plus-values, je vais forcément être imposé là-dessus. Maintenant la question que je me pose c'est est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour moi de prendre des moins-values pour justement baisser ces plus-values et donc être moins imposé. Donc pour moi il y a deux grands cas, deux options. Tout d'abord, c'est je vends une action que je veux quand même conserver, mais elle est en moins-value actuellement, donc je la vends pour pouvoir ensuite la racheter, pour la conserver sur le long terme. Donc ça, c'est une possibilité, beaucoup de personnes le font. Après, il y a une deuxième possibilité, c'est que si vous avez une entreprise qui, pour des raisons fondamentales, ne vous convient plus, et si par exemple aussi on a un Christmas Market Rally et le marché vers mi-décembre commence à réexploser parce que certaines années ça arrive, et bien dans ce cas-là, ça pourrait être aussi intéressant, peut-être pourquoi pas, de couper une position si pour des raisons fondamentales on ne veut plus conserver l'entreprise. Personnellement, j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Je pense que je partirai plus facilement sur l'option 1 puisque je vends très rarement des entreprises, mais dans tous les cas, parce qu'en fait je veux être prêt, c'est-à-dire que je veux pas m'y prendre au dernier moment. Premièrement parce que voilà, si on a le marché qui explose, je veux savoir sur quelle entreprise je veux agir et le savoir par avance, c'est pour ça que je fais déjà cet exercice. Et l'autre point évidemment, c'est le temps d'exécution du courtier. Ne faites pas ça peut-être le 31 ou le 30 au soir, il faudrait regarder quand est-ce que le marché fermera cette année, le dernier jour de l'année, mais ça peut être intéressant de le faire quelques jours avant, histoire d'être sûr que ce soit bien pris en compte sur l'année fiscale 2022. Très bien, passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour chacune de mes actions, j'ai listé le cash flow sur les 12 derniers mois, le TTM, et ensuite sur les 4 derniers trimestres. Et en face, j'ai mis tout ce qui est cash et cash équivalent, donc c'est-à-dire l'argent qu'ils ont en stock dans la balance sheet. Ces informations sont assez faciles à trouver. Moi, j'aime bien les prendre sur Yahoo Finance. Donc en fait, par exemple, vous prenez l'action Google sur Yahoo Finance, ensuite vous allez dans Financials. Pour le cash flow, vous allez dans cash flow, vous passez bien en quarterly, c'est-à-dire en trimestre, et vous allez avoir la donnée juste en bas ici, le free cash flow. Et ensuite, pour le cash, ce que vous faites, c'est que vous allez dans balance sheet, vous passez aussi en quarterly, et là, vous avez total asset, current asset, et vous avez cash et cash équivalent de l'entreprise. Donc ensuite, voilà, vous pouvez soit faire des copier-coller, il y a d'autres façons de le faire, il y a des sites comme MacroTrend qui le montrent aussi. Moi, personnellement, j'aime bien faire comme ça, parce que les copier-coller fonctionnent très bien à partir de ce site. Donc globalement, comment fonctionne ce tableau? Si vous prenez ici la première ligne Google, on voit qu'ils ont 62 milliards de flux de trésorerie disponibles chaque année et on voit qu'ils ont 116 milliards de cash. Donc globalement, rien à craindre, on est tout en positif. L'entreprise ne brûle pas d'argent chaque année, au contraire, elle en génère. Donc déjà, toutes les actions où j'ai des plus de partout, c'est rassurant, j'ai pas trop à m'inquiéter. D'ailleurs, en parlant de signes positifs, vous voyez, on prend ici Palantir, qui est une action qui pourrait être considérée comme spéculative et risquée. Cependant, si vous prenez le free cash flow, eh bien, on est toujours en positif et ils ont beaucoup de cash en stock. Et alors, certes, l'entreprise n'a pas des revenus nets positifs, mais c'est un choix en fait. C'est parce qu'ils décident de réinvestir tout et ils pourraient devenir profitables vu les marges qu'ils ont, mais ce n'est pas du tout leur objectif. Et c'est le même cas sur Amazon. Si vous regardez Amazon, ils ont un free cash flow négatif. Cependant, on sait très bien, en tout cas c'est mon avis, que Amazon réinvestit énormément, c'est volontaire, et pareil, ils pourraient facilement réaugmenter leur marge, et je ne serais pas étonné que dans quelques années, Amazon décide d'avoir des résultats nets et un free cash flow qui remonte fortement, tout simplement en ralentissant toutes les dépenses. Mais aussi, donc, revenons sur ce que je vous disais sur ce tableau, on voit ici qu'ils ont 60 milliards
de cash et ils ont brûlé sur le dernier trimestre en gros 5 milliards, avant 6 milliards, avant 17, avant ils étaient à 3 en positif. Donc globalement, si vous regardez, c'est pas demain qu'ils vont se retrouver avec plus de cash en stock pour pouvoir couvrir leurs dépenses. C'est d'ailleurs comme ça que moi personnellement je détermine si une action est spéculative ou risquée. Si l'entreprise brûle du cash, n'a pas de flux de trésorerie disponible positif, donc du cash flow positif, globalement c'est des actions que je considère risquées. Ça ne veut pas dire que je les achète pas, ça veut juste dire que c'est des risques que je prends, j'ai conscience que l'entreprise peut faire faillite et c'est une toute petite partie de mon patrimoine. Et d'ailleurs, j'en parle assez rarement sur la chaîne. Cependant, j'ai toujours voulu être transparent, donc je vous montre toutes mes actions, même mes actions les plus risquées sur ce portefeuille d'actions. Mais voilà, sachez et gérez vos propres risques. D'ailleurs, je tiens toujours à le dire, selon votre âge, votre profil. Moi, je peux me permettre de prendre des petits risques sur les entreprises dans lesquelles je crois et j'ai aussi conscience que je pourrais perdre de l'argent sur certaines entreprises. Cependant, j'ai aussi beaucoup d'entreprises très matures, des ETF, d'autres investissements hors de la bourse qui font que sur le long terme, je vais lisser ma performance. La majorité de mes investissements sont entre guillemets dans ce que je dirais un investissement bon père de famille et je prends un petit peu de risque tout simplement parce que je crois dans les entreprises, mais voilà, faites attention à ça. Et donc c'est l'objectif de l'exercice. Par exemple, si on prend un SoFi, qui est une entreprise que je considérerais risquée puisqu'on voit que tous les cash flows sont négatifs, cependant on voit que l'entreprise a 935 millions de cash en banque et elle a consommé, donc on voit ici 6 millions, 323 000 en termes de cash flow négatif et on voit qu'au total on était sur du 8 millions. Donc globalement si je regarde ces chiffres là, évidemment il faut les regarder plus en détail quand vous allez regarder chacune des entreprises, mais on voit qu'elle ne va pas être à court de cash demain. Ensuite si on prend un Teladoc qui est aussi une entreprise par exemple risquée, on voit qu'ils ont des cash flows positifs, des free cash flows positifs. Ils ont eu un trimestre en négatif et si on regarde le stock d'argent, globalement on a quand même beaucoup de cash disponible par rapport à ce qui brûle ou d'ailleurs dans ce cas-là, non, sur 12 mois, on voit qu'ils ont eu un free cash flow positif. Ensuite, on va passer sur les actions encore plus spéculatives que pourrait l'être un SoFi ou un Teladoc, qui sont déjà des entreprises spéculatives. Et par exemple, on va aller voir un Tattoo Chef, un Beyond Meat, vous avez aussi du Lemonade, du Coinbase, etc. Bref, si vous regardez ces entreprises, et bien là, vous vous rendez compte que clairement, elles brûlent du cash chaque année. Elles ont pour certaines du cash en stock, mais si on prend par exemple un Lemonade, on voit qu'il leur reste globalement 1 an de cash en stock. Et si on prend Tattoo Chef, on voit que globalement, il leur reste 1 à 2 trimestres de cash selon comment ça se comporte. Donc ces entreprises, c'est des entreprises qui, en plus, dans un milieu où les intérêts sont remontés, les taux d'intérêt sont remontés, c'est plus difficile d'emprunter de l'argent. Il y a des chances qu'elles viennent à devoir soit emprunter de l'argent, soit diluer du capital pour continuer à fonctionner, à moins qu'elles arrivent à fortement remonter leurs marges. C'est pour ça que ce sont des entreprises que je considère très risquées. Ça ne veut pas dire qu'elles vont faire faillite demain, mais elles pourraient aussi faire faillite demain. Ça, on ne sait pas, et c'est pour ça que j'ai mis peu d'argent dessus. Cependant, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que ça m'amène à dire? Mais ça m'amène à dire que ce sont des entreprises qui, peut-être que dans 3 mois à 6 mois, vont avoir des mauvaises nouvelles en bourse et peut-être cracher encore plus. Donc là, qu'est-ce que ça va m'inviter à faire? Je vais aller re-rentrer dans les derniers résultats de ces entreprises. Je vais aller regarder est-ce que je les comprends toujours, est-ce que j'accepte toujours de laisser de l'argent dedans, ou est-ce qu'il y a eu un changement fondamental qui ferait que je déciderais de couper la position, et ça nous ramène au début. Si je coupe une position en perte, eh bien, ça va me permettre d'effacer mes gains. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait, c'est-à-dire que je vais pouvoir, entre guillemets, économiser 30% de ma perte en ayant eu aussi des plus-values que je compense. Évidemment, c'est quelque chose que je fais très rarement, une fois par an, et comme vous le savez, je vends pratiquement jamais. J'ai vendu 3 actions l'année dernière, et je les ai vendues pour des belles plus-values, pour des raisons précises, je vous en avais parlé dans des vidéos. De toute façon, à chaque fois que je fais une vente ou un achat, je vous en parle dans une vidéo. Donc voilà, l'idée vraiment de cette vidéo, c'était de vous montrer la réflexion que je suis en train d'avoir sur certaines actions. Il est évident qu'il y a très peu de chances que je vende plus d'1 ou 2 actions, et il serait même possible que je les rachète par la suite, comme je vous le disais. Et si vous regardez la majorité de mes entreprises, c'est des entreprises que je ne veux même pas risquer de vendre parce qu'elles peuvent exploser à tout moment. Je veux dire, il suffit d'avoir une bonne nouvelle et je ne serais pas étonné que mes Google, Amazon, Microsoft, Meta, PayPal, etc. prennent 10-15% en 2 jours. Donc c'est des entreprises sur lesquelles je ne vais même pas prendre le risque de sortir pour 1 journée ou 2 journées, parce que si vous ratez les meilleures journées dans le marché sur le long terme, ça peut détruire votre performance. Par contre, sur les entreprises plus risquées, plus spéculatives, je pourrais accepter de le faire pour justement faire du tax loss harvesting et optimiser mes impôts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop indigeste. Je pense que c'était important d'en parler, même si c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez technique, mais les principes derrière, je pense, sont puissants.
d'essayer d'optimiser ses impôts, puisque au final, si on peut donner moins d'argent, et ben c'est de l'argent qu'on pourra tout simplement investir. Sur ce, écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos si vous êtes nouveau sur la chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, je poste du contenu assez différent, et d'ailleurs l'idée de cette vidéo, j'avais fait un sondage sur Instagram et vous aviez bien aimé l'idée. Aussi, vous avez des liens dans la description vers du contenu gratuit pour aller plus loin, pour en apprendre plus sur la bourse, sur une introduction à la bourse notamment si vous êtes débutant. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.